Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à l'IDEAP, l'Institut de hautes études en administration publique de l'Université de Lausanne. Mon nom est Jean-Loup Chaplet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis un des co-organisateurs de ce colloque avec mon collègue. Emmanuel Bell, je suis professeur en gestion du sport à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, ISUL. Et je repasse la parole à Jean-Loup, puisqu'il est dans les murs, pour vous présenter la suite. Bon, je ne vais pas dire beaucoup parce qu'on veut commencer rapidement. Le programme est assez chargé, comme vous l'avez vu. Je vais parler en français, c'est l'idée de cette première journée, sauf en fin de journée où ça sera en anglais. Mais je pense que les francophones comprennent l'anglais sans problème. Et simplement pour rappeler qu'on a pensé à ce symposium il y a 2 ans déjà, en 2013. J'étais au fond de l'hôpital à l'époque et on en a parlé et je suis très heureux qu'on puisse organiser ce symposium aujourd'hui avec toutes ces personnalités, tous ces speakers, tous ces participants aussi. Il y avait un troisième larron dans cette rencontre et c'était Fabien Hall, le professeur Fabien Hall, professeur de sociologie ici à la faculté des sciences sociales et politiques. Et je vais lui passer tout de suite la parole pour quelques mots de bienvenue. Merci, bonjour à tous et bienvenue à ce symposium. Un grand merci aux organisateurs, d'abord à Jean-Loup Chaplet et à Emmanuel Bell. Grand merci parce que c'est l'occasion d'une belle collaboration entre l'ISUL et l'IDEAP et plus largement entre la faculté des sciences sociales et politiques et la faculté de droit, sciences criminelles et administration publique. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire et ce qui va se faire. C'est aussi la thématique qui est une thématique très importante, très intéressante, à la fois pour nos deux facultés, à la fois pour ces deux instituts, mais aussi pour ce moment historique où les organisations sportives ont un peu évolué, ont surtout beaucoup grandi et ont peut-être moins changé en termes de gouvernance. Donc il y a des enjeux importants aujourd'hui qui se posent aux organisations sportives avec cette croissance très forte, avec ces revendications d'autonomie qui restent très importantes, mais qui sont discutables. C'est de quel type d'autonomie, comment réguler cette autonomie, et des enjeux qu'ils soient des enjeux économiques bien sûr, des enjeux d'intégrité aussi, des enjeux éthiques bien sûr, mais c'est plus largement d'essayer de penser le lien entre la sphère sportive et sa société, la responsabilité du sport vis-à-vis de son environnement. Et donc ce symposium tombe à pic, c'est ce centenaire et l'occasion rêvée pour y réfléchir. Et puis vous avez bien vu que l'actualité récente nous invite à aller encore plus loin dans ces réflexions. Donc un grand merci à tous les participants et aux organisateurs. Donc on va commencer tout de suite par la première présentation. Nicolas Bancel et Patrick Classe. Je ne sais pas comment vous êtes organisés, si vous êtes ensemble. Oui, de toute façon, je vais vous mettre la présentation à l'écran. Voilà, la parole est à vous. Donc nos débats sont filmés, c'est-à-dire que vous pourrez les retrouver sur un site internet à partir de vendredi, donc par des étudiants qui ont été formés. Donc c'est pour ça qu'il faut rester bien au milieu, pas trop s'écarter, mais je vous laisse gérer tout ça. Merci à vous. Merci, bonjour à tous et merci aux organisateurs de ce symposium. Nous allons donc, en tant qu'historiens, intervenir sur le plan de l'expérience historique de l'olympisme pour essayer d'en déduire quelques interrogations pour des questions plus actuelles. Alors, le Comité international olympique est à la fois l'organisation fêtière qui domine le système international sportif, mais aussi une organisation transnationale qui conduit sa propre diplomatie en cherchant à échapper au contrôle des États. C'est une particularité historique tout à fait remarquable et c'est dans la généalogie du CIO. Elle doit donc gérer ses propres intérêts à l'intersection de plusieurs forces que je vais essayer d'identifier. Premièrement, des revendications verticales exprimées par les comités nationaux olympiques, loin d'être tous indépendants des États. Deuxièmement, des concurrences horizontales que lui livrent les fédérations internationales sportives
et les autres organismes d'échelle mondiale qui ont pour ambition de contrôler le spectacle du sport et proposent des événements faisant implicitement ou explicitement concurrence au CIO. On en a eu, chacun le sait, des exemples très récents. Des interventions diagonales réalisées par la diplomatie des États, en lien avec le pouvoir indirect qu'exercent les États sur le CIO, à travers les comités nationaux olympiques, et dans le cadre également des relations CIO-État pour le développement des programmes olympiques et l'organisation des JO. Enfin, des pressions du champ économique et financier, constituées par les organisateurs du spectacle olympique, les médias accrédités et d'une manière générale les partenaires économiques du CIO. Et enfin, des surgissements ponctuels de groupes de pression qui s'emparent de la scène olympique pour en faire une caisse de résonance de leurs revendications identitaires et militantes. Schématiquement, on pourrait donc considérer que le CIO est à l'origine de l'invention, historiquement, d'une troisième planète des acteurs internationaux, qui vient se superposer d'une part à la planète des États et des nations, et au monde globalisé, aujourd'hui, des économies. Lausanne, où nous nous trouvons, constituerait dans cette perspective l'URBS, c'est-à-dire le centre, et le mouvement olympique composerait l'orbe, soit la planète des sports. Les enjeux pour le CIO sont multiples. Nous allons en débattre tout au long de cette journée. Premièrement, prendre en compte l'histoire de l'expérience olympique pour cerner les enjeux d'aujourd'hui. Deuxièmement, conserver une indépendance grâce à une politique d'équilibre entre les forces qui s'exercent sur lui, que je viens de décrire, et plus particulièrement la modernisation et sans doute la plus grande transparence de son système de gouvernance. Troisièmement, élaborer des projections à long terme sur la base de ces analyses qui prennent en compte toutes les dimensions impliquées par la gouvernance olympique, intrication politique et à la géopolitique, impact social, culturel, urbain et écologique des manifestations olympiques, cette réflexion est d'ailleurs en cours, lien de dépendance réciproque au système financier. Alors, maintenant, prenons, si vous le voulez bien, quelques exemples historiques qui vont nous permettre d'éclairer certains de ces aspects et de réfléchir donc à problèmes contemporains du CIO. Alors, le XXe siècle, nous ne le réduisons pas ici à sa simple définition chronologique. Nous l'envisagerons dans sa définition olympique, si vous voulez, c'est-à-dire comme l'addition de deux temporalités différentes. Premièrement, la quadriennalité des Jeux olympiques, hormis, comme vous le savez, ceux de 1916, 1940 et 1944, non tenus pour cause de guerre mondiale, devenue bisannualité du fait du découplage des Jeux d'été et des Jeux d'hiver en 1992-1994. Le temps long de l'histoire sociale et géopolitique, enfin politique et géopolitique, qui, comme on vient de le voir, interagit sur l'expérience historique du CIO et sa gouvernance. Et puis, troisièmement, un processus culturel de longue durée, défini par un programme des disciplines olympiques qui a finalement peu évolué entre 1894 et 2014. Ce long XXe siècle olympique est probablement en train de s'éteindre sous nos yeux. Et l'impact de cette reconfiguration culturelle, dont on pourra discuter, sera au moins aussi fort que la révolution économique qui a affecté les Jeux olympiques au tournant des années 1970-1980. L'idée de cette présentation est de prendre donc quelques exemples historiques pour en tirer des enseignements. Crise du XXe siècle. Nous entendons ici par grande crise du XXe siècle moins les crises économiques qui ont marqué l'économie mondiale. Je ne vais pas toutes les citer. Mais plus les grands bouleversements politiques et diplomatiques qui ont déstabilisé l'ordre westphalien fondateur en 1648 de l'Europe moderne, le modèle démocratie libérale et l'emprise coloniale de l'Europe sur le reste du monde. Ces grands bouleversements vont obliger le CIO à se positionner par rapport, d'une part, aux régimes politiques qui font irruption dans l'arène olympique et, d'autre part, aux idéologies qui sous-tendent leur action. Dans l'ordre chronologique et avec des effets de longue durée, nous avons opéré trois bouleversements majeurs. Premier bouleversement majeur, la Grande Guerre, qu'on peut faire courir de 1914 à 1920 si on inclut la période de 1917, la révolution bolchevique et ses conséquences sur l'Europe orientale et occidentale. Deuxièmement, la domination coloniale européenne. Et troisièmement, la guerre froide, après 1945, qui constituerait le troisième événement. Alors,
la grande guerre européenne de 1914-1920 va heurter de plein fouet la doctrine de la paix par le sport prônée par le CIO. Et un CIO qui d'ailleurs est encore très majoritairement européen, phénomène qui va rejouer au moment d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale. Si on se penche sur l'attitude de Coubertin, qui est quand même au cœur du projet olympique et qui gouverne quasiment seul, pour dire les choses assez schématiquement à ce moment-là, le CIO. L'attitude de Coubertin est très intéressante à observer à ce moment-là. Nous partons de l'hypothèse que Coubertin, d'une part, croyait à ses idées. Autrement dit, qu'il était convaincu que l'internationalisation du sport par l'olympisme constituait un moyen de pacification des rapports internationaux. D'un autre côté, Coubertin n'est pas internationaliste au sens socialiste du terme et même au sens libéral. C'est un patriote. Il cherche d'ailleurs, à 50 ans, au début de la guerre, à s'engager aux côtés des forces françaises. La pacification des rapports internationaux, donc dans l'esprit de Coubertin, par l'affrontement sportif pacifique, ne peut donc se faire au détriment des États. La guerre achevée, Coubertin refuse dans un premier temps de réintégrer les puissances de la triple alliance menée par l'Allemagne. Il y a des écrits très germanophobes de Coubertin à ce moment-là. Il est convaincu de la responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre et il va s'engager pourtant au milieu des années 20 à la réintégration de celle-ci dans le système olympique. Et je dirais bien avant d'autres instances internationales. Une attitude similaire peut être observée en ce qui concerne la révolution bolchevique en URSS. Enfin, en Russie, qui deviendra l'URSS en 1922. Il est farouchement, évidemment, opposé à la révolution bolchevique. Coubertin est un homme qui cherche à préserver l'ordre social. C'est un disciple de Frédéric Leplay. Et il va pourtant très rapidement chercher à reprendre contact, d'une part avec le sport ouvrier international, qui lutte pourtant ouvertement contre le sport bourgeois prôné par Coubertin, et d'autre part même avec le sport soviétique, pour le réintégrer à terme dans le système olympique. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Coubertin le fait contre le comité exécutif du CIO. Si Coubertin était donc le nationaliste bourgeois borné, le modèle proto-fasciste que décrivent certaines interprétations critiques de l'homme et de l'olympisme, on aurait du mal à comprendre pourquoi il agit ainsi de la sorte. Nous pensons pouvoir poser plusieurs hypothèses qui expliquent cette attitude, en contradiction, donc, comme je l'ai dit, avec la majorité des membres du CIO. D'abord, si on suit notre idée de départ, parce que Coubertin poursuit sur sa ligne. Excuse-moi, je vois pas. Il poursuit sur sa ligne, donc, qui est celle de la réintégration de l'Allemagne et de l'URSS, qui s'inscrivent dans la perspective d'une pacification des rapports internationaux. Évidemment très tendus après-guerre. Mais Coubertin, c'est noté d'ailleurs par plusieurs écrits, dont nous avons le biographe le plus reconnu ici, mon cher collègue Patrick, Coubertin croit aussi au pouvoir de transformation par une forme d'acculturation sportive des nations et des cultures. Il a parfaitement compris que le sport d'origine britannique est le vecteur d'une nouvelle formation des élites. N'oublions pas que Coubertin reste élitaire dans sa définition de la pratique du sport. Où qu'elles se trouvent. Et donc ces élites, d'après lui, vont tendre à adhérer, sans le savoir, par le sport, aux valeurs libérales, concurrentielles et ouvertes que portent les sports modernes dans leur forme même, c'est-à-dire dans leur configuration pratique et codifiée. Et ce qu'on peut constater, c'est que de fait, en URSS, l'expérience bolchevique d'une rupture avec le sport bourgeois, qui a été inaugurée tentée en tout cas entre 1917 et 1922, le Prodeklut, sera tuée dans l'œuf par le virage sportif opéré par l'URSS au milieu des années 20. Et on observe d'ailleurs le même phénomène quand on étudie l'histoire du sport ouvrier. Se tournant vers un sport plus compétitif, plus conforme au canon, on va dire, du sport olympique tel que le conçoit Coubertin est un peu plus tardif, c'est le début des années 30, mais il est bien réel. Comme si une forme d'uniformisation vers des modalités de pratique se produisait à ce moment-là. Alors, dans le même temps, Coubertin accroît
en transgressant à nouveau les rapports géopolitiques internationaux. Souvenons-nous quand même que l'URSS est au banc des nations pendant pratiquement toute l'entre-deux-guerres. En transgressant donc ces rapports géopolitiques, il accroît le pouvoir objectif de l'olympisme sur la scène internationale sportive. Le fait est que dans ces expériences historiques, l'olympisme sous la férule de Coubertin a maintenu une forme d'autonomie de l'institution. Le problème, donc évidemment complexe, et je suis obligé de le résumer trop rapidement ici, mais ça constitue l'une des particularités tout à fait remarquables et peut-être à préserver du système olympique. On comprend mieux ce que signifie à travers ces exemples une, entre guillemets, politique de l'apolitisme. Il s'agit de poursuivre un projet qui associe le maintien de l'ordre international et des rapports de force géopolitiques, tout en œuvrant par le sport à la transformation des sociétés, par la formation des élites dans lesquelles l'olympisme donc se déploie. Deuxième exemple, l'exemple colonial. Il est également très parlant du point de vue de la perspective que nous avons adoptée ici. Coubertin a été taxé de colonialiste parce que, effectivement, comme la plupart de ses contemporains, il était fier de l'œuvre coloniale en général et de l'œuvre coloniale française en particulier. D'autre part, parce que Coubertin a plusieurs fois affirmé sans aucune ambiguïté qu'il estimait absolument légitime la domination de l'Europe sur le reste du monde. Mais les choses, si on s'y attarde un peu, sont un peu plus complexes. Pourquoi ? Parce que Coubertin va être l'un des premiers à promouvoir le sport pour les, entre guillemets, élites indigènes, qui doivent, selon lui, se mélanger aux élites dirigeantes européennes. Cette proposition, au début des années 20, est parfaitement iconoclaste. Parce que les pouvoirs coloniaux, pour la plupart, estiment que cette confrontation entre des Européens et des autochtones déboucherait nécessairement sur une transgression de l'ordre socio-racial des sociétés coloniales à partir du moment où des victoires seraient acquises par les, entre guillemets, indigènes. Et que d'autre part, même si ce n'est pas un régime de séparation absolue dans un certain nombre de colonies, la colonie, c'est quand même un ordre qui est très proche de celui de l'apartheid. Or, mélanger même des élites colonisées et européennes, c'est d'une certaine manière aussi œuvrer à une transgression de ces barrières raciales qui gouvernent l'ordre colonial. Alors, pourquoi Coubertin milite-t-il pour ces rencontres entre des élites indigènes et des élites européennes ? Certainement pas, on l'a compris, par anticolonialisme. Il n'est pas anticolonialiste. Mais au contraire, pour préserver la domination coloniale. Et en effet, l'idée de Coubertin est là encore de transposer des conflits dans l'espace des sports, dans l'espace ludique des sports. Parce que, d'un côté, les colonisés, dans ces rencontres, pourront goûter à des victoires qui n'ont finalement que peu d'incidence politique, mais que d'autre part, parce que là encore, Coubertin croit dans le pouvoir acculturant des pratiques sportives. Or, en colonisant les colonisés par le sport, il espère, et d'ailleurs il était assez visionnaire de ce point de vue, j'ai pas mal travaillé sur la question, il espère que l'incorporation des valeurs sportives olympiques par ceux qui vont pratiquer ces sports dans les colonies, par les colonisés donc, eh bien, va permettre un rapprochement d'ordre culturel entre les élites indigènes et les élites européennes. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que c'est effectivement ce qui va se produire. Alors, cette vision me paraît tout à fait intéressante parce que, de cette manière, Coubertin va, en quelque sorte, prophétiser la création d'une classe sociale qui est une classe finalement intermédiaire, constituée donc par ces élites colonisées, et qui va être acquise d'une certaine manière aux valeurs de l'Europe, par l'acculturation sportive, pas seulement sportive, mais entre autres sportive, et qui va servir d'interface entre la société colonisée elle-même et les dominants européens. Et donc le projet de Coubertin n'est pas un projet colonialiste, c'est pour moi un projet impérial, au sens de passer d'un modèle colonial qui est un modèle de la force, où on gouverne par la police,
on gouverne par la répression systématique de tout mouvement de révolte, à une autre conception de la colonisation, qui est cette colonisation donc par l'impérial, où on va gouverner par l'association. Et ça dit un petit peu le projet aussi de l'olympisme, qui est finalement un projet d'extension. Extension, on l'a vu, vers des pays même comme l'URSS mis au banc des nations, extension vers des pays comme l'Allemagne qui sont totalement stigmatisés au début des années 20, extension même vers le domaine colonial avec une véritable prophétie de la transformation des rapports sociaux, parce que d'une certaine manière, dans le dernier exemple colonial, Coubertin a compris que si on ne fait rien, les empires s'effondreront du fait de la révolte des dominés. Comment acquérir l'acquiescement des dominés? Eh bien justement en les conquérant, entre autres, par le sport. Donc on comprend dès lors ce que signifie l'olympisme de Coubertin. C'est une machine qui ne peut avoir qu'une ambition mondiale, qui est nécessairement amenée à conquérir le monde. C'est son horizon, et je dirais que c'est son impulsion généalogique. Et cette ambition est doublement articulée. D'une part, préserver les ordres sociaux et politiques internes des nations, comme l'ordre des puissances sur le plan géopolitique. Et d'autre part, transformer ces mêmes sociétés dans le sens des valeurs libérales prônées par le sport. Et cette ambition n'est possible qu'au prix d'une indépendance maintenue vis-à-vis des forces qui s'exercent sur l'olympisme, comme on l'a vu au début. Et pour la période en question, d'abord par la puissance des États. Cette autonomie n'a été préservée alors, pour la période que nous étudions, qu'à la faveur d'une direction resserrée autour du fondateur. Très loin, il faut le dire, des canons démocratiques et de la transparence d'autres organisations. Les questions qui nous sont donc posées aujourd'hui sont les suivantes. Ce système de gouvernance, qui aujourd'hui se perpétue d'une certaine manière à travers les manœuvres d'appareil, ce système de gouvernance est-il tenable? Est-il souhaitable? Le système olympique peut-il poursuivre sa trajectoire en demeurant aveugle également au contexte politique dans lequel il se déploie, au risque d'être lui-même instrumentalisé, comme on peut en avoir des exemples récents avec la Chine ou la Russie, mais comme va nous le rappeler mon collègue Patrick Lastre, avec bien sûr l'exemple de Berlin en 1936. Bonjour à tous. Donc un grand merci à nos collègues organisateurs. Je vais poursuivre donc sur les outils qui sont mobilisés par le CIO tout au long du XXe siècle, particulièrement dans le contexte des années 1936 à nos jours. Voilà. Les Olympiques sont nés d'une idée, celle du rapprochement par le sport des élites occidentales, idée qui appartient plus généralement à la doctrine du libéral pacifisme. Les échanges, de quelque nature qu'ils soient, économiques, touristiques, linguistiques, culturels et aussi sportifs, permettraient le rapprochement et l'enrichissement des peuples et feraient donc reculer le spectre de la guerre. À ceci près que, contrairement aux autres échanges culturels qui participent eux aussi du soft power des États, la rencontre olympique constitue un affrontement euphémisé qui donne à voir physiquement et médiatiquement des vainqueurs et des vaincus et permet de classer statistiquement les nations selon une échelle de la performance sportive. Le modèle olympique originel a donc été construit par Pierre de Coubertin et ses collègues sur un certain nombre de standards qui lui ont, certes, au CIO valu de traverser le siècle, mais qui ont aussi contribué à fossiliser le CIO. Nous en avons repéré 7 de ces standards qui ont pu servir à gérer des crises extérieures au mouvement olympique, en même temps qu'ils ont généré des crises à l'intérieur même du CIO. Premier de ces standards et outils, la paix par le sport. Deuxième standard, la conception même du sport, comme un empilement œcuménique de pratiques réglementées en Europe et en Amérique du Nord entre le XVIe et la fin du XIXe siècle. Des exercices antiques de l'Antiquité grecque remployés comme le lancer du disque ou des traditions inventées comme le marathon. Les gymnastiques, les formes de combat propres à la noblesse, sinon à la caste militaire, escrime, équitation, boxe anglaise, tir, les sports dits athlétiques, les sports collectifs, le yachting, etc. Mais à l'exclusion des pratiques ludiques et des sports, si on veut bien les appeler comme tels, qui sont nés ailleurs dans le monde, ailleurs que dans le monde européen et nord-américain. Troisième de ces outils, de ces standards, l'amateurisme, qui a longtemps prévalu et qui exclut de facto les sportifs de conditions modestes. Quatrième standard, l'exclusion par nature, c'est-à-dire du fait de leur genre, gender, donc des sportives.
5e standard, l'attribution cyclique de l'organisation des Jeux olympiques à des cités hôtes, invention géniale, qui permet de mettre en concurrence les États pour obtenir l'organisation des Jeux olympiques, idée qui a largement contribué à la pérennisation de ces mêmes Jeux olympiques. 6e standard, des procédures de qualification des athlètes pour les Jeux olympiques, d'abord opérées par les clubs, voire même des sélections qui se faisaient sur la base de la déclaration volontaire, et puis très vite, dès avant 1914, par des comités nationaux olympiques. On pourrait imaginer peut-être de revenir à des formes de sélection des athlètes par leur libre adhésion à la compétition. Et last but not least, 7e standard, le comité olympique lui-même, qui s'est perpétué selon le principe de cooptation, avec cette chance historique d'être né de manière antérieure à la très grande majorité des fédérations internationales sportives. Le CIO qui émerge en 1894 naît avec presque une décennie d'avance sur les fédérations internationales sportives, c'est-à-dire qu'il a occupé l'espace mondial des sports, et les fédérations internationales, à 2 exceptions près, sont arrivées ensuite dans un espace qui était déjà sous contrôle. Donc, théorisé tardivement par Pierre de Coubertin et pas avant 1910, en réaction d'ailleurs à l'évolution des Olympiques eux-mêmes, conservé en l'état à peu près par ses successeurs jusqu'à la double révolution médiatique et économique des années 70-80, l'olympisme, au fil du siècle, n'a jamais été un progressisme. Par sa double nature patriotique et pacifique, par son exclusivisme amateur, blanc et masculin, par son déni de démocratie, par la matrice européenne des sports dits olympiques, le CIO s'est présenté à l'échelle du XXe siècle comme une curiosité de l'histoire, un anachronisme, une des formes prises par ce que l'historien américain Arno Meyer appelle la persistance de l'ancien régime. Il va de soi que pour une conférence aussi brève, on a pris quelques exemples seulement et je vais essayer d'en reprendre pour, disons, le deuxième XXe siècle. Comment être anachronique et en même temps en avance sur son temps? D'une certaine manière, c'est la prouesse, chère à John McAloon, qui est celle du CIO et de Coubertin, c'est d'avoir finalement tenu les fils du passé, du présent et du futur tout au long du siècle. Cet anachronisme futuriste, en quelque sorte, lui a permis de survivre. Il est fondé sur une réponse à 3 défis majeurs, le défi national, le défi social et le défi idéologique. Le défi national d'abord. Ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'au moment où les Jeux olympiques sont réinventés, on est dans un moment où l'internationalisation des pratiques sportives est plus rapide que le processus de globalisation. Et on est aujourd'hui dans un moment qui est un moment inverse, où le processus de globalisation est plus rapide que le processus d'internationalisation. Dans un premier temps, les athlètes s'étaient inscrits à titre individuel. Puis ensuite, les CNO, les comités nationaux olympiques, sont apparus, qui ont procédé à des sélections contre, d'une certaine manière, la liberté des athlètes. Cette création des CNO a valu au CIO de subir l'intervention des diplomaties, et ensuite, tout le travail du CIO a été de reprendre le contrôle des CNO, un travail qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Pour résister à la pression des États, Coubertin invente un concept, la géographie sportive, qui lui permet d'intégrer des peuples, des nations sans État, comme les Tchèques par exemple, ou les Finlandais. En revanche, il n'a pas du tout la même projection pour les peuples dominés du reste de la planète. Il n'a ce projet que pour les peuples européens, et encore pour des peuples qui sont largement intégrés à la diplomatie française. C'est-à-dire que, bien avant l'heure, il active le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur le champ sportif, mais en sélectionnant des États, enfin des peuples et des nations d'Europe. L'exclusion s'est rapportée d'ailleurs au niveau de civilisation. Les Japonais, les Chinois, les Égyptiens sont considérés comme appartenant, par Coubertin et le CIO, à des nations avancées, donc ils peuvent figurer très tôt dans la dynamique olympique. Face aux 2 guerres, la première et la seconde guerre mondiale, le CIO a développé des arguties pour exclure les fauteurs de guerre, notamment l'Allemagne. Coubertin et ses collègues inventent en 1919 le concept d'olympiade de guerre, qui permet de faire participer aux Jeux d'Anvers en 1920 uniquement les nations qui ont vaincu les empires centraux et les États neutres qui n'ont pas participé à la guerre. L'argument étant le suivant, et c'est l'argutie du CIO, seuls les pays représentés au CIO auront droit de participation aux prochains Jeux olympiques. C'est ce qui est construit en 1918-19.
sachant qu'au même moment, les membres allemands et autrichiens étaient des missionnaires de facto du CIO. C'était une manière de ne pas exclure l'Allemagne et l'Autriche et la Hongrie, mais de n'avoir aucun athlète de ces pays-là aux Jeux. Et en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le CIO a inventé une autre règle. Il s'adresse, dit-il, aux pays reconnus politiquement et commercialement en 1945, ce qui lui permet aussi d'exclure les Allemands de la participation aux Jeux Olympiques. On verra tout à l'heure qu'il y a eu d'autres modifications de la règle, en quelque sorte, et une grande adaptation du CIO à la réalité géopolitique du monde. Le CIO a dû gérer aussi la question des nations sans État, toutes les nations de l'Afrique ou de l'Asie, par exemple, et de ce point de vue, il n'a jamais véritablement anticipé l'histoire. C'est après les indépendances que le CIO a reconnu ces nations olympiques, à quelques exceptions près. Il y a aussi la question qui s'est posée à lui des États divisés en deux par la guerre froide. Je pense à l'Allemagne. Les deux Allemagnes vivent sous le régime d'une sorte de Pax Olympica jusqu'en 1968, qui est très factice, mais qui a quand même fonctionné dans l'ordre diplomatique sportif. La séparation en deux des deux Corées, avec plusieurs tentatives pour les faire cohabiter dans le cadre d'une même équipe. La question du Yémen, mais on pourrait ajouter aussi la question de Chypre, voire de la Chine de Mao et celle de Formose, Taïwan. D'autres cas se sont présentés au CIO, la question des minorités dans des États-nations fortement constitués. C'est le cas et la difficulté qu'a représenté l'apartheid en Afrique du Sud pour le CIO, le seul État, d'une certaine manière, qui a été exclu de l'ordre olympique. C'est aussi aujourd'hui la question de la place des femmes dans certains pays musulmans, qui, aujourd'hui, lesquels ont tous adressé des athlètes aux Jeux olympiques. Autre situation historique que le CIO a dû gérer, c'est la question des micro-États qui lui permettent d'avoir des manifestations d'universalisme en nous démontrant qu'il y a davantage d'États représentés, enfin de nations représentées au CIO qu'il n'y a de nations représentées à l'ONU, chose qui a été également construite par la FIFA, mais qui aussi correspond à des réalités tout à fait prosaïques, parce que ça permet aussi de manipuler des votes. On l'a vu récemment avec le cas de la FIFA. La question sociale est également un héritage du XIXe siècle. Ça a été la question qui a préoccupé les hommes encore du XXe siècle, la question du Grand Soir, de la Révolution, des Rouges, de l'Union soviétique. Nicolas en a parlé. Pierre de Coubertin est un réformateur social, un conservateur. Son olympisme, il ne théorise a posteriori. L'olympisme n'est pas sorti du cerveau de Coubertin en 1892. Son idée, c'était la rénovation des Jeux olympiques. Et c'est ensuite que face à l'intrusion des États, face à l'organisation des businessmen, face aussi au professionnalisme des athlètes, qu'il a réagi en formulant l'olympisme. Le terme même d'olympisme, il ne l'emploie que 2 fois avant 1914. L'autre question que le CIO a dû gérer dans la très longue durée, c'est la question de l'ouverture sociale aux pratiquants populaires. Coubertin, jusqu'en 1910, est un adversaire du sport pour tous. Open the temple doors en 1910, c'est-à-dire all sports for all. Mais jusque-là, jusqu'en 1910, les Jeux olympiques sont censés s'adresser uniquement aux élites que Coubertin appelle, dans le cas français, la jeunesse. Mais ce n'est pas n'importe quelle jeunesse, c'est la jeunesse qui suit les études, le gymnase et ensuite l'université, c'est-à-dire l'élite naturelle. Donc que faire dès lors que les ouvriers organisent leurs propres pratiques, voire même sur un mode qui est celui des organisations socialistes? Eh bien, Coubertin dit mieux vaut les intégrer dans les clubs et ainsi organiser une sorte de paternalisme sportif. L'amateurisme des origines a dû être géré par le CIO jusqu'aux années 1980. C'est le amateurisme, c'est l'amateurisme marron, c'est l'impossible contrôle de la circulation globalisée des athlètes. On peut établir le parallèle aujourd'hui avec la lutte contre le dopage ou les paris illégaux. Enfin, c'est la sortie de l'amateurisme au seuil des années 1980, c'est toute l'entreprise de Juan Antonio Samaranch, d'avoir évacué cet anachronisme qu'est l'amateurisme, c'est un anachronisme social, mais sous la pression des États-Unis, des médias américains qui ont mis fin finalement à la domination soviétique. Les chaînes de télévision américaines ne voulaient plus payer la promotion sur les écrans du monde entier des médailles remportées par les pays de l'Est. Et puis il y a autre
avancée olympique qui permet de répondre à la question sociale. Il y a ce que j'appelais ici Olympic Web, c'est-à-dire la capacité du mouvement olympique à étendre sa toile à l'échelle de toute l'orbe sportive, de toute la planète, avec l'invention de concepts comme ceux d'olympiens, de volontaires, ou les followers, ce sont ceux qui suivent l'information olympique. Le Hub de Londres en 2012 a montré comment on pouvait attirer les internautes vers une interface entièrement construite par le CIO et par les athlètes olympiens. Ce web, c'est une réponse à l'accusation d'élitisme sportif adressée au CIO. Ça permet aussi la densification du maillage olympique à l'échelle planétaire. Le troisième grand défi à l'échelle du XXe siècle, c'est le défi idéologique ou politique. Coubertin est un indépendant, c'est comme cela qu'il se présente, ce qui correspond à un choix et à un résultat politique. Il est un homme de la concorde. Il a lui-même été rejeté du champ politique français, d'où son départ à Lausanne et le désamour des Français à son égard. Il s'est réfugié dans ce que j'appelle l'extrême centre politique. C'est un anti-plutocrate qui est contre l'utopie du communisme intégral. Il est à la fois anticapitaliste et anticommuniste. Et il va transférer au CIO cette notion d'indépendance sous la forme que Nicolas évoquait de la politique de l'apolitisme. Un CIO qui est indépendant financièrement, dans un premier temps, puisque les membres du CIO financent leur propre activité, avant même que les contrats pleuvent à compter des années 1980. Et ce CIO a longtemps été un lieu cosmopolite au plan culturel et politique. Il y a un bruit de fond politique derrière cette construction CIO, c'est le libéralisme au sens politique, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, pour des membres du CIO qui sont socialement conservateurs, très largement jusqu'à aujourd'hui, qui sont effrayés par les masses et par la menace révolutionnaire. La difficulté pour le CIO, c'est d'affronter les surgissements de régimes politiques violents dans l'ordre politique international. J'en donne 3 exemples rapidement. Les Jeux de Berlin en 1936, qui est un premier choc politique, qu'il faut rapporter au contexte du mouvement international de boycott. La posture des membres du CIO, ça a été d'essayer de tenir la neutralité du sport, mais cette neutralité, au final, elle a valu complicité avec le régime nazi. Pierre de Coubertin a énoncé son admiration pour Hitler, mais pas pour Mussolini. Le président Bailly-Latour s'est résigné à subir l'influence de l'hitlérisme, et il est lui-même admiratif des régimes d'autorité. Le Suédois Siegfried Edström est politiquement dans la duplicité, puisqu'il est admiratif aussi de l'Allemagne hitlérienne. Il s'est rendu dans les grandes manifestations politiques, notamment à Nuremberg. Avery Brundage est un philo-nazi avéré. Et surtout, quand on regarde les archives du CIO, on s'aperçoit que les membres du CIO n'étaient ni naïfs, ni désinformés. Ils avaient connaissance, de manière très précise, des formes de répression qui existaient dans l'Allemagne et dans l'Autriche des années 1930. Face à cela, la neutralité, qui est une posture idéologique du CIO, a dû céder. Les membres du CIO sont anti-bolcheviques, antisémites viscéralement pour la plupart d'entre eux, ce qui explique très largement leur déplacement du côté de l'ordre nouveau. La dénazification du CIO a été interrompue par la guerre froide, finalement, ce qui fait que, comme l'Autriche, le CIO est un lieu qui n'a pas été véritablement dénazifié. Il a bien changé depuis, mais il a dû faire face à d'autres chocs politiques. Le deuxième choc politique, c'est la révolution bolchevique et l'apparition de l'URSS, également de la Chine. La posture du CIO au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était de s'ancrer dans le camp occidental, de se rapprocher des pays neutres, et ensuite de jouer une politique d'équilibre entre les démocraties populaires et les États-Unis et leurs alliés, une diplomatie du balancier qui a été mise en place par Lord Killanin, Avery Brundage auparavant, et surtout par Juan Antonio Samaranch, un expert en diplomatie internationale, parce que la diplomatie du sport est une diplomatie extrêmement complexe. C'est à la fois la diplomatie du champ mondial des sports, mais aussi la diplomatie des États qui interfèrent. Cette politique de balancier entre l'URSS et les États-Unis a échoué sur la pratique des boycotts. Et ça a été toute l'habileté de Juan Antonio Samaranch de sortir de la guerre froide avant même 1989 en forme d'une révolution commerciale et politique, même si le CIO a eu du mal à reconnaître, par exemple, l'indépendance des CNO baltes.
Le troisième choc politique, c'est celui qui se déroule sous nos yeux depuis une trentaine d'années. C'est la question des théocraties et de leur arrivée sur la scène olympique. Voilà un troisième type de régime politique qui est une bizarreté, en tout cas pour ce qui est du modèle européen politique, face à laquelle le CIO est déstabilisé, puisqu'on a affaire à des régimes politiques où la religion fusionne les sphères du privé et du politique, et du public, pardon. En guise de conclusion, on voulait mettre avec Nicolas l'accent sur le défi culturel qui se présente aujourd'hui au CIO. D'une certaine manière, on est sorti de la politique, de l'apolitisme. La CIO a ainsi pu résister à l'influence des États, somme toute assez aisément au cours de la guerre froide, en pratiquant cette politique de bascule, plus difficilement vis-à-vis des dictatures. Cela reste une difficulté aujourd'hui pour le CIO. Est-ce qu'on peut confier les Jeux olympiques à des dictatures? Ça a des effets balanciers terribles sur la représentation des opinions publiques dans le monde. Le concept de mouvement olympique est une autre innovation majeure qui a permis de maintenir sous contrôle les forces sportives centrifuges. On l'a vu encore une fois dans les dernières semaines avec la vie de Sport Accord. Et puis, troisièmement, la question des marques dans le stade olympique, qui est une illusion d'une certaine manière, des marques qui ensuite se déchaînent sur les écrans publicitaires avec des scandales de corruption qui, à jet continu, viennent inonder l'espace des sports. Salt Lake City, récemment, le scandale à FIFA, tout le monde a cela à l'esprit. Au point de provoquer un désamour olympique et sportif du côté des opinions publiques, particulièrement dans les sociétés démocratiques. C'est un peu l'effet boomerang, en quelque sorte, de l'exemplarité du sport. Plus le sport se présente comme exemplaire, plus les opinions publiques sont attentives à la sphère sportive internationale. C'est un véritable défi pour le CIO, pour le mouvement olympique. C'est aussi peut-être un lieu où on peut être créatif et inventer le monde de demain. En tout cas, l'autre question, la deuxième question que le CIO devra gérer, c'est la question des nouvelles jeunesses, de leurs nouvelles pratiques culturelles, la culture numérique, le refus de la compétition, la mixité, le cosmopolitisme, le désir de démocratie horizontale. Tout cela est très éloigné de la définition culturelle du sport et de l'olympisme, forgée à la fin du XIXe siècle et perpétuée tout au long du XXe siècle, fondée sur le modèle compétitif et sur le cadre institutionnel des clubs, des CNO et du CIO. Voilà, nous vous remercions. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. On a juste le temps pour une ou deux questions peut-être directement liées à la présentation, sachant qu'il y aura d'autres possibilités de questions en fin de journée pendant le débat. Donc n'hésitez pas. J'en profite pour dire que Nicolas Bancel est professeur à l'ISUL, ici, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, et Patrick Clastre, futur professeur à l'ISUL, mais actuellement à Sciences Po Paris. Alors, je partage entièrement votre analyse, mais Nicolas a présenté Pierre de Coubertin un peu comme le stratège qui tenait toutes les ficelles, qui savait tout, qui prévoyait tout. Je crois qu'il y avait quand même pas mal de choses qui se sont passées dues à des contingences historiques. Et Coubertin a aussi souvent essayé par trial and error. Et peut-être juste une remarque pour Patrick. Je crois qu'il a déjà pensé avant 1910 à s'engager pour le sport populaire et pour l'université populaire. Mais bon, il avait échoué. C'est différent. C'est pas le sport. En fait, ce qu'il appelle les sports populaires, oui, ce sont des sports transformés pour être adaptés aux classes populaires. Et ce ne sont pas les sports, ce sont des ersatz de sport. Oui, il avait dans son esprit, jusqu'en 1910, on doit trouver une formule moyenne entre les gymnastiques et le sport des élites. Oui, là, il a commencé à développer sa gymnastique. C'est un premier, voilà, c'est le diplôme du débrouillard. C'est le diplôme du débrouillard, c'est une première dynamique. Ouais. C'est un bon exemple, en tout cas, d'adaptation. Il est très mobile, contrairement à ce qu'on dit souvent, où il y a une sorte de monolithe, de Bible. C'est pas du tout ça. C'est un diplomate de grande envergure qui s'adapte à toutes les évolutions de son temps. Il est très attentif. Il a été formé à l'École libre des sciences politiques. Il est formé pour être un diplomate et il joue le rôle de conseiller d'ailleurs auprès des ministres des Affaires étrangères en France.
Merci pour le débat entre spécialistes. Pourra continuer pendant la pause ou à d'autres moments. Merci beaucoup. Donc on va enchaîner tout de suite s'il n'y a pas d'autres questions. Je regarde dans la salle. Non.